le mouvement pour les libertés et les droits des peuples, né au Japon en 1874. C'est une association politique menée par des guerriers de fief qui ont aidé la restauration de l'empereur, mais qui ont été déçus et exclus du pouvoir par les oligarques. Le contexte où émerge une demande de droits naturels pour le peuple fut un terrain propice à la construction de notions modernes. Ce fut un catalyseur formidable pour tout un ensemble d'intellectuels qui ont été étiquetés du nom de lumière japonaise. La transposition du terme lumière dans le contexte japonais dénote clairement la référence d'une importation depuis le contexte européen. C'est d'autant plus évident que les figures les plus connues sont avant tout des traducteurs, des translateurs de notions venant d'Europe ou des États-Unis, que ce soit au moyen d'une traduction d'ouvrages, comme le Contrat social de Rousseau par Nakae Choming, que ce soit la construction de bases épistémologiques comme pour Nishiyamane, ou que ce soit par la description des institutions étrangères et des nouvelles modalités d'éducation, comme chez Fukuzawa Yuikichi. Concernant la diversité des positions de ces auteurs, ils sont en désaccord sur bien des aspects, ce qui permet encore une fois de rapprocher les lumières japonaises des lumières européennes, dont on invoque fréquemment le nom, mais dont la définition en tant qu'unité théorique est impossible au vu de la grande diversité des propos. La compréhension des lumières japonaises me semble demander en amont de proposer une certaine appréhension des lumières européennes. D'après Antoine Lilti dans son livre « L'héritage des lumières » datant de 2019, il y aurait un débat parmi les historiens consistant à se demander s'il faut plutôt parler de la philosophie des lumières en tant que conception philosophique ou du siècle des lumières en tant qu'approche historique. Je le cite. 2 points. Pour certains, les lumières désignent un ensemble de valeurs et de concepts, la liberté d'expression, la supériorité de la raison et de l'esprit critique sur la foi et la tradition. Pour d'autres, en revanche, les lumières ne se réduisent pas à une lutte intemporelle de la raison contre la foi, du progrès contre la tradition. Elles ne peuvent être comprises qu'au regard des transformations historiques qui ont affecté les sociétés d'Europe de l'Ouest au XVIIIe siècle. Et voici la synthèse de l'auteur, je le cite, 2 points. En dépit de tout ce qui les distingue, et parfois les oppose, ces deux conceptions ne peuvent s'émanciper totalement l'une de l'autre. Les lumières en tant que concepts philosophiques sont profondément inscrites dans leur contexte historique. Toutes les tentatives faites pour généraliser la signification et les enjeux n'ont jamais réussi à effacer leur enracinement dans l'histoire européenne du XVIIIe siècle. Mais qu'en est-il alors des lumières japonaises ? Est-ce que le Japon des années 1870 ressemble à l'Europe du XVIIIe siècle ? Difficile de répondre par l'affirmative ou par la négative. Mais dans les descriptions générales des lumières données par Antoine Lilti, il y a de réelles correspondances. Ainsi je le cite, 2 points. Les lumières ne sont ni une doctrine philosophique, ni un ensemble cohérent d'idées et de valeurs, ni même un programme réformateur, mais un mouvement intellectuel polyphonique et profondément réflexif, dont les tensions et les failles sont autant d'enjeux qui accompagnent l'entrée dans le monde moderne. Et plus loin, 2 points. Le combat est littéraire autant que conceptuel. Il est une question de format, de style, de genre. Il ne se déploie pas uniquement sur une scène philosophique, mais dans un espace public sensible, façonné par la presse, les romans et les scandales. Ces descriptions portant sur le XVIIIe siècle conviennent particulièrement bien au contexte des lumières japonaises. Il me semble s'agir alors d'aborder les questions propres à l'entrée dans le monde moderne, qu'elles soient épistémologiques, juridiques ou politiques. La mise en forme de ces questions, par des conférences, des réunions, des journaux ou des livres à grand tirage, produisait une rupture remarquable avec le monde des lettrés des siècles précédents. Une manière qui pourrait être efficiente de survoler les lumières européennes dans le but de dégager une lecture des lumières japonaises serait de l'appréhender sous le biais de l'action politique, c'est-à-dire des débats autour de l'établissement des États-nations. Dès lors, il ne s'agit pas que des lumières, mais d'un conflit avec les anti-lumières, appelés généralement romantiques. Les seconds auraient construit ce clivage sous la forme d'une opposition. Il me semble que par le biais du débat des lumières et des romantiques sur la question politique, je pourrais entreapercevoir les débats qui ont touché les intellectuels japonais dans la quinzaine d'années qui précèdent l'établissement de la constitution de Meiji, que ce soit les lumières japonaises ou au contraire les nipponistes, et les diverses formes de nationalisme qui ne sont pas sans rapport avec les romantiques ou avec les contre-révolutionnaires, notamment sur la question des droits naturels. Pour continuer cette route, je me propose de suivre l'ouvrage maintenant classique du 3e tome de l'histoire de la philosophie politique, Lumière et romantisme, datant de 1999, sous la direction d'Alain Renaud. Ainsi je vais m'attarder sur les descriptifs de quelques spécificités des Lumières sur le plan politique, puis suivre une formulation de ce que pourrait être le romantisme politique, pour enfin entrevoir les différentes formes possibles d'État-nation. Je dois dire que l'entreprise est délicate, en effet ce que l'on appelle lumière ou romantisme est disparate et multiple. Les définitions ont souvent été issues de la caricature des opposants. Ainsi, je cite Alain Renaud et Henri Tavaillon. 2 points. Force est de constater, la détermination de l'esprit des Lumières s'est en général faite contre elles et de manière polémique, que ce soit pour y dénoncer les creuses abstractions d'un rationalisme rêveur ou le programme inconscient de la bourgeoisie montante. Comment alors qualifier positivement les Lumières ?
Il est couramment affirmé que le siècle des Lumières serait le siècle du rationalisme, et les critiques parleraient, je cite, d'une raison froide et désincarnée méprisant les phénomènes et la vie. Mais plus précisément, de quel type de raison s'agit-il ? Le plus simple semblerait de la comparer avec la raison au XVIIe siècle, je cite, alors que le XVIIe siècle voit le règne de la raison déductive. Le XVIIIe siècle, contrairement à une illusion rétrospective trop fréquente, ne marquerait pas tant le triomphe du rationalisme que l'avènement de l'observation, précisément dans des domaines auparavant négligés. Bref, le XVIIe siècle serait déductif, le XVIIIe siècle observateur. Cette description d'une opposition entre une raison de déduction, c'est-à-dire une raison de système au XVIIe siècle, avec une raison d'observation, c'est-à-dire une raison synthétique au XVIIIe siècle, est la trame que suit Ernst Cassirer dans son livre de 1932, La philosophie des Lumières. Concernant la philosophie au XVIIIe siècle, je cite sa préface. Elle ne croit pas au privilège ni à la fécondité de l'esprit de système. Elle y voit non la force, mais l'obstacle et le frein de la raison philosophique. Toutefois, en abandonnant l'esprit de système, en prenant expressément les armes contre lui, elle ne renonce nullement à l'esprit systématique, auquel elle veut au contraire conférer plus de valeur et d'efficacité. Avec un sujet réflexif et observateur permettant des synthèses, la figure de l'homme se trouve mis au cœur des opérations de la raison. Il y aurait d'un côté une réduction de l'attrait des domaines fortement transcendants, tels que ceux relevant de la foi ou de la métaphysique, et de l'autre le développement de nouveaux champs d'études mettant en avant un accès au phénomène par l'observation directe. Je cite Alain Renaud. Une nouvelle attention sera accordée aux expressions spécifiques de la finitude, au premier rang desquelles le domaine esthétique et le domaine juridico-politique, mais aussi la vie psychique, religieuse, sociale et historique. C'est en ce sens précis qu'il convient de parler d'un processus de sécularisation, puisque dans la pensée du XVIIIe siècle, le centre de gravité se déplace. Physique, histoire, droit, état, art, échappent de plus en plus à la tutelle de la métaphysique et de la théologie traditionnelle. Dès lors, avec cette figure de l'homme capable de sortir de la lourdeur du transcendant, cet homme avec un grand H pouvant se perfectionner, serait la promesse d'un progrès sur le plan individuel, mais aussi sur celui de l'histoire partagée. De cette autonomie potentielle du sujet, de cette capacité à s'augmenter en s'extrayant des déterminismes de la nature ou de la foi, il émergeait la potentialité d'un nouveau régime politique. Sur ce point, Jean-Jacques Rousseau, avec le discours sur l'origine et le fondement de l'inégalité parmi les hommes datant de 1755, et du contrat social datant de 1762 serait représentatif d'une élaboration du droit à partir d'une anthropologie philosophique. La notion de droit naturel, qui y est développée, demande tout de même quelques explications, notamment dans sa relation avec ce que Rousseau appelle l'état de nature, qui serait l'état de la société à son origine. Le contresens semblerait de supposer que l'état de nature et par métonymie que les droits naturels seraient en relation avec la manière dont se construisaient les premières sociétés. C'est-à-dire que le droit reposerait sur une idée de tradition ou de pureté, ou encore que le droit serait d'essence naturelle, voire surnaturelle. Au contraire, chez Rousseau, l'état de nature serait plutôt un jeu d'esprit pour pouvoir, par comparaison, statuer sur le fonctionnement des sociétés contemporaines et faire émerger leurs défauts. Sur ce point, je cite Alain Renaud et Patrick Savidan, : Les hypothèses sur l'origine de la société n'ont, dans leur principe, la moindre prétention à la véracité historique. Comme en témoigne la fameuse formule du discours sur l'origine de l'inégalité, commençons par écarter tous les faits. Les concepts d'état de nature et de contrat social qui servent à cerner cette origine ne sont pas destinés à décrire une réalité passée ou à venir, mais ils remplissent pour l'essentiel une fonction critique à l'égard des conceptions traditionnelles de l'autorité. Au contraire d'une autorité politique qui serait donnée par une tradition avec la légitimation d'un dieu ou d'un souverain de filiation, c'est-à-dire par une forme de naturalisation de celui qui détient le pouvoir, l'école du droit naturel avec Rousseau aurait instauré une rupture en plaçant l'autorité dans la volonté libre du peuple. Je cite : En affirmant le caractère purement conventionnel du pouvoir légitime, les théoriciens du droit naturel introduisirent au contraire l'idée que le fondement véritable, c'est-à-dire juste, de l'autorité ne peut être trouvé que dans la volonté libre du peuple. Ainsi, l'arrachement aux soumissions extérieures, l'autodétermination et la possibilité d'un perfectionnement seraient les bases d'une contractualisation permettant une société. L'idée de cette liberté humaine pouvant contractualiser, d'une liberté qui serait naturelle à l'humain et dont il devrait bénéficier en tant que droit naturel, serait la base théorique de ce qui se nommera les droits de l'homme à la Révolution française. Il est assez commun de dire que la pensée des philosophes au XVIIIe siècle serait devenue réalité avec la Révolution française.
Ce passage à l'acte a polarisé l'attention de l'Europe entière et est devenu le lieu d'un débat aux multiples ramifications, débat qui a tenté de délimiter ce que serait une société moderne et stable. C'est à ce moment, sur le plan de la philosophie politique, qu'apparaîtraient des éléments de critique des Lumières au travers des anti-révolutionnaires ou des romantiques. Pierre-Henri Tavaillon exprime ce contexte philosophico-révolutionnaire de la sorte, je le cite, : Si la Révolution française représente une rupture aussi radicale dans l'histoire de la philosophie politique, c'est que la part de l'interprétation y a tenu une place au moins aussi importante que celle des événements. Les révolutionnaires prétendaient non seulement faire l'histoire, mais aussi savoir l'histoire qu'ils faisaient. En se faisant les herméneutes de leurs propres actions, ils redoublaient le conflit strictement politique d'une bataille symbolique. La bataille philosophique a bien eu lieu. Un des premiers livres critiques s'avère être celui d'Edmund Burke, Réflexions sur la Révolution en France, publié en 1790. Dans ce livre, Burke suppose que les droits de l'homme sont issus des spéculations de philosophes sur le droit naturel. Ces réflexions produiraient une sorte de table rase des modèles préexistants. Je cite Henri Tavaillon, : En prétendant réaliser l'idée pure d'une société d'individus, la Révolution, dominée par des petits maîtres insolents, présomptueux et bornés de la philosophie, va inévitablement produire un démembrement du corps social qui annonce un despotisme plus absolu que jamais. En citant Burke, les lois n'auront plus d'autres gardiens que la terreur qu'elles inspirent. Il faut avouer que Burke avait bien senti les problèmes que pouvait poser l'idéologie du seul rationalisme, menant une politique niant la particularité au nom d'un homme universel et abstrait. Le moment de la terreur en est l'illustration parfaite. De nombreux intellectuels en Europe se sont opposés à l'idée d'une humanité abstraite ou d'un rationalisme hors sol, qui déracinerait les populations et causerait une tyrannie supérieure à celle de l'Ancien Régime. Je peux évoquer les noms de Luce de Bonald, Joseph de Maistre en France, ou Adam Müller et Joseph Goebbels en Allemagne. Il est possible de rassembler ces nombreux auteurs aux positions conceptuelles variées sous le terme de romantisme politique. Historiquement, les discours du romantisme s'affirment contre les Lumières, c'est-à-dire qu'elles adviennent en réaction au phénomène de la Révolution française et ils critiquent les effets secondaires de l'égalitarisme démocratique. Le romantisme politique viendrait donc se superposer aux Lumières, certes en les critiquant, mais aussi en prenant acte de la forme d'État-nation que prennent les sociétés sur la base d'un peuple. Voici la manière dont Alain Renaud expose cette position romantique. Je le cite : À l'affirmation universaliste de l'identité intrinsèque de l'humanité est venue se superposer la conviction qu'il y a bien une identité humaine, mais que cette identité est déjà toujours différenciée. La différenciation visée par cette conviction pourrait être celle des modes d'existence, des représentations, des manières de penser, de juger, de sentir propres aux communautés, culturelles, linguistiques, sexuelles, auxquelles les individus appartiennent, et irréductibles à celles d'autres communautés et de leurs membres. Ainsi les romantiques acceptaient l'idée d'une humanité, mais celle-ci ne serait pas abstraite, elle ne devrait pas être soumise à des droits de l'homme universaux. Au contraire, ces humanités seraient chacune déterminées par une culture précise, par une tradition, une religion, par un territoire, en un mot par un Volksgeist, un esprit du peuple. Robert Legros tente de faire une synthèse générale du romantisme politique. Je vais suivre et sélectionner certains éléments qui me semblent éclairants. Je le cite : Comme les Lumières, le romantisme politique interprète toute l'histoire moderne comme l'avènement de l'homme sujet. Mais loin de concevoir cette mutation de l'humanité comme une libération des hommes, il décèle un processus de déshumanisation. De plus, je cite : La pensée romantique de l'État a en effet dénoncé le principe même de l'égalité des hommes en tant qu'hommes, le principe même d'une autonomie de la raison et le principe même de l'indépendance des individus. Plus loin, je cite : C'est au nom d'une société en laquelle la vie communautaire serait à la fois naturelle, surnaturelle et normative que la pensée romantique a dénoncé les séparations qui se sont formées au sein du monde moderne. Séparation de l'homme et de la nature, séparation de l'homme et du divin, séparation de l'homme et de l'homme. Ainsi, je cite : Les romantiques conçoivent la société authentiquement humaine comme une communauté naturelle, normative et surnaturelle. Pour les romantiques, je cite : L'humanité de l'homme ne peut être ressentie comme une essence, car elle n'est qu'une abstraction vide. Plus précisément, puisque l'homme n'est rien par nature, puisque son essence est dépouillée de toute donnée substantielle, la reconnaissance sensible de l'humanité de l'homme est un leurre. Elle est l'illusion qui est à la source de la subjectivation de l'homme, c'est-à-dire à la déshumanisation de l'humanité moderne. Le rôle de la culture ou de la tradition serait alors d'encadrer une humanité sans déracinement. Je cite encore : C'est précisément parce que chaque humanité est enracinée dans une culture qu'elle est humaine.
et dès lors la saisie non conceptuelle de l'humain, non conceptuelle donc non culturelle, car tout concept de notre humanité est en effet lié à une culture particulière, ne peut être que l'intuition de notre humanité non encore humaine. Plus loin, je cite, : L'idée romantique selon laquelle chaque nation, chaque peuple est animé par un esprit qui lui est propre signifie en effet que chaque nation, chaque peuple se caractérise par une sensibilité. C'est cette sensibilité au sein d'une communauté hiérarchiquement donnée, non contractuelle, qui permettrait l'autonomie d'une nation et l'égalité entre les différentes nations. Je cite Robert Legros, : La hiérarchie affirmée par la pensée romantique comme un principe est strictement associée à l'idée d'une égalité de toutes les humanités particulières. Aucune culture n'est considérée comme inférieure à une autre, pourvu qu'elle préserve ce qui constitue son originalité. L'hétéronomie reconnue par les romantiques comme un principe va de pair avec l'idée d'une autonomie du peuple ou de la nation. J'ai devant les yeux deux schématisations relativement distinctes d'un État-nation moderne. La première reposerait sur la pensée des Lumières, avec des hommes supposément libres en raison, qui sont dignes de droits naturels et capables de construire une société nationale par la contractualisation. La seconde, celle des romantiques, s'opposant à la première, supposerait des hommes appartenant à un peuple autonome, avec une sensibilité ou un génie différent des autres peuples, mais égal en originalité, dont la tradition, la culture ou l'histoire permettraient d'hériter des cadres politiques harmonieux, avec la spécificité de son esprit propre. La nation des Lumières pourrait être décrite sous sa forme contractuelle. La nationalité se résorbe alors dans la citoyenneté, dans un acte d'adhésion rationnelle et volontaire à la communauté démocratique et à des principes. La nation des romantiques pourrait être décrite comme une totalité englobante, dans une tradition, dans un enracinement au passé, par une identité qui serait propre à un peuple et qui exprimerait son génie. Il me faut rappeler que cette antinomie est un modèle théorique, et qu'en réalité, les deux versions se travaillent l'une l'autre pour atteindre concrètement ce qu'on appelle un État-nation. Ainsi je cite Alain Renaud, : L'opposition entre les deux idées de la nation ne saurait se réduire à un pur clivage culturel. Et l'enquête qui mènerait à bien l'archéologie de ce dédoublement, inscrit en réalité au sein de chacune des deux cultures, allemande et française, reste en grande partie à écrire. Michel Espagne, dans son livre datant de 1999, Les transferts culturels franco-allemands, suppose que la construction du concept de nation est de nature dialogique, et que son histoire ne peut être pensée qu'en tant que concept interculturel. Je le cite. : Les concepts de nation sont des constructions historiques. Pourtant, les historiens se lient rarement le fait que les deux concepts se génèrent réciproquement depuis la Révolution française. Même s'il est plus facile d'affirmer qu'il y a eu un choix sur l'un ou l'autre modèle de la nation, les questions se rapportant à la construction d'un État-nation semblent porter sur l'équilibrage de ces deux positions opposées. À chaque État-nation, il faudrait trancher sur des questions précises, plutôt vers les premières orientations, plutôt vers les secondes. Et c'est en ce sens que la transposition au Japon des débats européens serait effective avant l'élaboration de la Constitution. Il est assez aisé de retrouver la position des Lumières chez les Lumières japonaises, mais aussi de retrouver la position du romantisme chez des auteurs nationalistes, comme ceux qui écrivaient dans le journal Nihon. Au Japon, le couple Lumière-romantisme semble avoir mené certains des débats sur la place publique, et logiquement, il réclamait un parlement représentatif avec une position uniquement symbolique pour l'empereur. De ce point de vue et rétrospectivement, les résultats des institutions modernes et la forme de la Constitution n'ont pas été tout à fait à la hauteur de leurs souhaits, que ces intellectuels soient issus des Lumières ou du romantisme. Il me reste maintenant à me plonger concrètement dans ce débat Lumière-romantisme au Japon.